Vous êtes bien sur Média TV. Bonjour. Aujourd'hui, un chiffre qui devrait vous concerner. 456 milliards de dirhams. C'est la dette des ménages marocains. Elle vient de connaître sa plus forte hausse depuis 2012. Crédit immobilier, crédit à la consommation et surtout tout ce qui échappe aux statistiques officielles. Pour en débattre, Bachir Thiam, rédacteur en chef à Média TV. Bonjour. Bonjour Mehdi. Puis Rita Mtil, notaire. Bonjour. Bonjour Mehdi. C'est votre anniversaire, Rita. Effectivement. Ah ben, joyeux Au moins anniversaire. Avec une bonne nouvelle. Bah, écoutez, merci. Voilà, joyeux anniversaire à vous. Merci beaucoup. Voilà. Et puis comme je vous le disais, ça vous concerne, donc c'est vous qu'on va sonner. Avant de commencer à débattre, évidemment, Mohamed, bonjour. Bonjour Mehdi, comment ça va? Ça va et vous? Très bien, merci. Alors Mohamed, votre histoire, vous avez 29 ans. Vous êtes Exactement. à Agadir. Et vous, donc, Exactement. c'est un mélange entre un héritage un peu malheureux et puis des dettes Oui. informelles ensuite qui s'en suivent. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre histoire? Je m'appelle Mohamed, j'ai 29 ans. Mon père est décédé il y a 3 mois à peu près. Il avait un chalutier, un chalutier au port d'Agadir. Mhm. Et le truc, c'est que vu que j'ai repris cette activité-là, j'ai malheureusement repris avec tout ce qui est crédit lié avec. Donc, ce sont de très grosses sommes. J'avais malheureusement pas l'habitude de voir autant de zéros, mais au moins et pas en plus. Donc, beaucoup de stress, un peu compliqué la vérité. D'accord. Donc en fait, vous avez hérité d'un bateau qu'il faut réparer. Et ça, déjà, ça vous coûte cher. Ça C'est vous ça. coûte combien? C'est juste là, par exemple, il faut un minimum de 300 000 dirhams. Voilà. 300 000. Juste pour les Donc, on part petites sur cette réparations base-là, de parce qu'il n'y a pas que ça, évidemment. Après, il y a d'autres coûts. Ah non. Voilà, il y a d'autres coûts. Et C'est donc, ça, ce que vous me c'est disiez, ça, c'est que, exactement. parce que le premier truc qu'on pourrait dire à quelqu'un, c'est vous avez l'assurance vie, c'est les dettes de votre père, c'est pas les vôtres. Ouais. Et en fait, il y a des dettes informelles. C'est ça, exactement. Il y a des dettes informelles, il y a d'autres dettes qui ne sont pas incluses dans le petit package de l'assurance vie. Et malheureusement, ça représente de grandes sommes qui sont très compliquées à gérer, surtout en l'état actuel. Lesquelles? C'est pas indiscret. Si on compte, j'ai par exemple 170 000 dirhams de mazout à payer, c'est un crédit qu'on m'a laissé. J'ai 130 Gasoil. 000 dirhams avec de gasoil exactement, 130 000 dirhams avec l'entreprise qui rachète mon poisson. J'ai 60 000 dirhams mécanicien, 20 000 dirhams pour un autre mécanicien, 70 000 dirhams de matériel, 60 000 dirhams de radar et de maintenance, 22 000 dirhams soudeur, 5 000 dirhams avec les gars qui me ramènent de l'huile, 11 500 dirhams de nzar menuisier, 70 000 dirhams de droguerie. Ça fait beaucoup. Ça fait un Ouais. total de ça fait un total de 700 000 dirhams. Ah. Ok, j'ai des petites preuves sur les 500 000 dirhams. Je n'ai aucune preuve sur 200 000 dirhams. L'assurance vie a couvert un crédit à la banque à la hauteur de 200 000 dirhams. Il restait 115 000 à payer. Donc, heureusement, je n'ai pas à la payer. Mais même avec ça, 700 000, compliqué. Là, Ouais. je suis en train en parallèle, je travaille dans un hôtel. Même avec mon salaire, il faut je ne sais combien d'années pour rembourser ça. Hein. Alors, quand on a 29 ans déjà, alors, effectivement, c'est pas facile de démarrer sa vie tout court, parce qu'on est encore dans le début de sa vie à 29 ans. Hein. On n'est pas, voilà. Ouais, c'est ça. C'est quoi les perspectives? Qu'est-ce qu'on se dit pour s'en sortir? Je me dis rien du tout. Hein. Ah oui? La vérité, j'ai essayé d'analyser les choses, j'ai essayé de faire mes calculs, j'ai essayé de voir des gens. La pire sensation pour moi, c'est d'aller demander de l'argent à des gens, même si c'est des particuliers, même si c'est des amis, même si c'est des gens autour. On sait parfois qu'on peut pas les rembourser tout de suite, donc il y a toujours ce stress-là. Les gens, je ne sais pas s'ils ont conscience de la gravité mentale que ça génère derrière. Mon père est tombé malade à cause de ça parce que c'était beaucoup de dettes. Là, il m'a laissé 700 000 dirhams de dettes, pardon. Mais il faut comprendre qu'il y en a beaucoup plus avant, surtout sur les 3 dernières années. Donc mentalement, c'est compliqué. En termes de santé, c'est compliqué. Là, j'enchaîne beaucoup de travail. C'est un peu compliqué, ouais.
Et donc, en fait, c'est-à-dire qu'en fait, on part d'abord de ces dettes-là qui sont uniquement à votre père. Et en fait, derrière vous, ce que vous venez de dire, c'est que vous faites aussi des prêts informels. Donc, en fait, vous allez demander de l'argent aux autres. Ouais. Est-ce que vous ne vous dites pas d'une certaine manière, c'est ça aussi qui peut, même si vous en avez besoin de cet argent, mais déjà, un, comme c'est informel, et deux, comme ça va vous rajouter encore des choses à payer, est-ce que vous ne dites pas, je suis en train de m'enliser dans un truc sans fin? Ah bah oui, c'est clairement un cercle vicieux. Hein. C'est clairement un cercle vicieux. C'est le serpent qui se mange la queue. Il n'y a aucune solution à ça. Je m'endette pour faire sortir un bateau en espérant être moins endetté. Malheureusement, le bateau ne ramène rien parce qu'il manque beaucoup de réparations. Il n'est pas à la hauteur de ce qu'il devrait être. Donc, je m'endette encore plus et je m'enlise dans des sables mouvements. Je ne sais absolument pas comment je vais m'en sortir. Je vous dis la vérité. Je m'en remets à Dieu. Je m'en remets en vrai à Dieu. La vérité. J'ai essayé tout ce qui était en mon pouvoir de faire en dehors. Je sais pas. La vérité, je sais pas. Et, on se disait, parce qu'on s'est au téléphone quand même un moment avant de faire cette émission, vous appelez aussi à faire attention à ces dettes. Bachir n'est pas d'accord avec le terme dette informelle, on en parlera après. Mais en tout cas, à ces prêts informels. C'est ça? Oui, alors déjà tout ce qui touche à l'informel, il faut faire attention. Ouais. Les dettes informelles, c'est pire. Parce que généralement, c'est un engrenage, entre guillemets, mécanique qui fait qu'on se retrouve dans ce genre de situation-là. Informel, je vous dis la vérité, je ne conseille personne de demander quoi que ce soit à quiconque de façon informelle. Même si on dirait sur papier que ça sauve une situation, au contraire, ça aggrave les choses. Oui, très très attention. Il y a beaucoup de gens qui en profitent derrière, faut pas oublier ça. Moi, quand je suis arrivé, qu'on m'a donné des chiffres aberrants, je voulais des preuves. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de facture, il n'y a rien. Comment je peux savoir si ces chiffres sont réels? Aucune idée. Donc, ça ouvre des portes à la malhonnêteté, ça ouvre des portes à des gens qui sont pas forcément. Voilà, je déconseille ça fortement. Je conseille beaucoup plus de communiquer, que ce soit les familles entre elles, que ce soit les gens. Quel que soit le secteur, que ce soit des jeunes qui reprennent des entreprises, que ce soit des jeunes qui veulent faire un projet, qui se retrouvent dans une situation un peu similaire, toujours communiquer derrière. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ne communiquent pas. Par exemple, moi, je ne savais pas qu'il y avait toutes ces dettes-là. Je les ai su le jour du décès et le jour d'après, j'étais en train de courir dans tous les sens. Le deuil, jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai toujours pas fait parce que ma tête est... Parce qu'il y a le décès à gérer, puis après, deuxième nouvelle, bien sûr. Merci Mohamed d'avoir eu le courage de témoigner. C'est pas facile d'en parler à la télévision. Avec grand Merci plaisir. beaucoup. Et bon courage. Merci à vous. Merci beaucoup. Bon, les amis, vous avez écouté le témoignage de Mohamed. Il n'a que 29 ans. Il se retrouve dans cette situation-là. C'est dingue qu'il arrive à en parler avec tant de sourire en plus et à en rire. On le salue évidemment. Bachir, vous avez écouté le témoignage de Mohamed. Déjà, qu'est-ce que vous avez à en dire là-dessus? Qu'est-ce que ça vous évoque en vue de la situation? Bon, moi je trouve que, d'abord, il rigolait pas. Il avait un rire très nerveux, ça s'entendait. Donc, ce n'est pas parce qu'il est content qu'il rigolait, justement, c'est parce qu'il est peut-être emmêlé dans des histoires qui le dépassent. À 29 ans, il n'est pas jeune. Hein. À 29 ans, on est adulte, vacciné aussi. S'il reprend l'entreprise de son père, c'est qu'il est justement adulte pour le faire. Maintenant, ce que je pourrais lui dire, ou ce qu'il fallait lui dire peut-être, on ne reprend pas comme ça des crédits qu'on n'a pas contractés soi-même. Voilà. Vous lui avez conseillé d'aller peut-être se rapprocher des associations de défenseurs de consommateurs. Peut-être il y a aussi d'autres structures beaucoup plus, on va dire, légales pour pouvoir conseiller ce genre de reprise d'affaires. Parce que son père est décédé, il y a forcément des avocats ou des juristes ou du personnel, en tout cas, de la juridiction globale qui peut l'accompagner dans cette reprise-là, parce qu'on ne peut pas reprendre simplement une entreprise qu'on n'a pas fondée, qu'on ne connaît pas, et découvrir à la fin qu'il y a des dettes et tout ça. Donc, je pense qu'il faut se rapprocher des professionnels du secteur pour comprendre d'abord un accompagnement juridique derrière, pour pouvoir... Parce que moi, si j'ai une entreprise, au lieu de m'endetter à gauche et à droite, ce que vous appelez justement dette informelle qui n'existe pas, je m'endette via ma banque. Parce que d'abord, j'ai des biens à hypothéquer, à pouvoir hypothéquer, même pour avoir accès au carburant pour lequel
Il continue le métier que son père faisait, là, Ramon. Bon, maintenant, on ne peut pas venir... L'informel dans tout ça. Il n'y a pas d'informel, c'est ça qu'il faut éviter justement. C'est cette histoire d'aller vers cet informel, c'est un engrenage finalement, c'est un piège, parce qu'il a un bateau, vous l'avez dit, un chalutier, donc une licence de pêche, donc ce n'est pas quelqu'un qui part de zéro. Donc il a quelque chose à hypothéquer, en tout cas à montrer à la banque pour avoir en contrepartie de l'argent pour fonctionner. Donc ne serait-ce que pour sa trésorerie de fonctionnement, pour pouvoir acheter du carburant tous les jours, aller à la pêche, revenir avoir du poisson à vendre et faire des bénéfices pour pouvoir en tenir ses bateaux. Comment on sort de cette espèce d'engrenage de l'informel? Mais maintenant, juridiquement, par exemple, il n'y a pas de... Mais oui, mais juridiquement, parce que c'est informel, hein, donc personne ne peut prouver que ça existe d'abord. Donc il ne peut pas s'en sortir. Mais c'est des dettes de confiance. C'est entre deux personnes, soit il a la confiance que son papa avait avec ces gens-là, auquel cas ils vont lui faire toujours confiance et ils vont régler ça à l'amiable. Sinon, il n'y a pas d'issue, quoi, en fait, parce que lui ne peut pas prouver, enfin, il y a parmi les créanciers, il y en a qui ne peuvent pas prouver qu'ils lui ont donné de l'argent à son père, n'est-ce pas? Donc, comment est-ce que lui devrait pouvoir payer une dette qui n'est pas prouvée sur des papiers, sur écrit ou sur garantie? Donc, il y a un problème. Ça fait en tout cas une belle prévention. On appelle évidemment tous les téléspectateurs à éviter donc ce genre de prêt. Rita, je vous vois hocher la tête. Avez-vous des choses à dire? Oui, en fait, je voudrais surtout rebondir par rapport à ce que dit Bachir et par rapport au témoignage de Mohamed. Et ce qui m'a beaucoup percuté, c'est le fait qu'il ait dit qu'il y avait 200 000 dirhams dont il n'avait pas la preuve. Donc, pour rejoindre ce qu'a dit Bachir, effectivement, et ce que vous dites aussi, il faut une preuve. Je conseille vivement aux gens de leur vivant, quand ils contractent un crédit, de vraiment avoir une preuve écrite. On peut aller chez un notaire, faire une reconnaissance de dette et puis informer les héritiers. C'est très important. Bien sûr. Moi, je me permets de ramener un peu ma poire. Alors, je n'y connais absolument rien en droit. Je sais juste que dans l'islam, on dit qu'il faut 2 témoins, écrire les choses sur un papier. C'est même, on insiste là-dessus. C'est un élément important. Je tiens juste à le préciser aussi. C'est très important qu'on fasse des prêts à un ami, à un membre de la famille. Parce que des fois, ça peut déchirer même des familles. Je ne sais pas avec qui le père de Mohamed a traité, mais on connaît tous des histoires de familles déchirées parce qu'il y a des prêts qui n'ont pas été signés. Oui, non, tu m'as prêté tant, mais en fait, non, ce n'est pas ça qui m'a prêté. Il faut faire très, très, très attention. Moi, je vous propose, très chers amis, qu'on parle évidemment de ce rapport, 13e rapport annuel sur la stabilité financière, publié conjointement par Banque El Maghrib, la MMC et la CAPS, peut-être que je prononce bien, présenté le 27 juillet dernier à Rabat. Bachir Thiam, quelques éléments, s'il vous plaît. Oui, les éléments, c'est important parce que d'abord, on parle de l'endettement des ménages marocains. Je pense que c'est ça qui est le sujet, je crois, aujourd'hui. Et maintenant, qui dit endettement se pose la question suivante. Est-ce que c'est un signe, pour moi, est-ce que c'est un signe d'une économie en développement ou effectivement, c'est un symptôme d'un pouvoir d'achat sous pression des ménages? C'est ça, les deux bonnes questions. Et les deux sont recevables, je crois. Et alors, on parle d'un encours d'endettement des ménages de 456 milliards de dirhams. Qu'est-ce que ça représente? Parce que je ne pense pas que tous les téléspectateurs puissent comprendre cette donnée. Justement, pour comprendre, c'est que toute la richesse du Maroc, le PIB du Maroc aujourd'hui, ramené à cette dette, c'est presque un tiers. C'est comme si on prenait toute la richesse du Maroc, réalisée en 2025, divisée par 3, donc une part, donc le tiers de cette richesse-là revient aux ménages, à l'endettement des ménages. Mais cet endettement-là est preuve aussi et signe de bonne tenue économique aussi, parce qu'il y a de l'offre, il y a des services, il y a des loisirs qui sont proposés pour que les gens s'endettent. Et alors, dans cette dette, il y a quand même le crédit habitat, qui représente 60%. C'est-à-dire qu'il faut rassurer quand même les gens. Tout le monde n'emprunte pas comme ça, uniquement pour du crédit à la consommation. Quoique c'est quand même 40%, donc ça on va en discuter, on va revenir sur ces 40%. Moi je me tourne vers vous Rita. Le crédit habitat représente 60% de l'encours total des ménages. Il reste quand même la première source d'endettement, c'est ce qu'on disait. Est-ce que sur le terrain, vous voyez une hausse de ces dossiers de financement immobilier? Oui, on le constate depuis plusieurs années. Effectivement, les ménages ont de plus en plus recours au crédit donc habitation pour pouvoir acheter. Il y a plusieurs volets. Donc, il y a le crédit classique. Puis aussi, ce qui a, je crois, contribué à cet envolé, c'est le crédit Mourabaha, donc crédit islamique. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont réfractaires au crédit classique, comme on dit classique. Mais après l'arrivée des crédits Mourabaha, de plus en plus de gens sont enclins à aller vers cette option-ci. C'est-à-dire qu'en fait, les gens ont plus confiance. Beaucoup plus. D'accord. Et qu'est-ce que ça représente
concrètement, comment est-ce qu'on explique cette hausse ? À part parce que j'imagine qu'il n'y a pas que ça. Il y a peut-être, est-ce que ça pourrait dire, par exemple, que les Marocains, financièrement, sont en meilleure santé qu'avant ? Comme a dit Bachir, effectivement, c'est une preuve de bonne santé économique. Oui. Puis maintenant, de plus en plus de gens, de couples, de familles ont envie d'avoir accès à un logement. Donc, ils en ont marre de payer un loyer, préfèrent payer plus donc un crédit mensuel qu'un loyer et qu'à la fin, ils ne soient pas propriétaires. Bachir, si on revient sur les crédits à la consommation, ils ont atteint, si je ne me trompe pas, vous avez aussi vos fiches, 183 milliards de dirhams, donc une hausse de 13,2% sur un an. Donc cette progression, elle est quand même pour nuancer quand même, parce qu'on dit que 60%, elle est quand même plus rapide que le crédit d'habitat. C'est-à-dire que ça se fait sur du plus long terme, le crédit d'habitat. C'est bien, c'est une bonne chose. Mais en tout cas, constatons que ça va plus vite sur la consommation. Comment est-ce qu'on explique cette accélération ? Oui, de deux façons. Peut-être d'abord, il y a le recours, enfin, juste la course vers l'accès à la propriété. Au fait, c'est une culture au Maroc, finalement, d'avoir son chez-soi. C'est ça qui sécurise la famille, les ménages et tout ça. Donc, tout le monde a recours peut-être au crédit immobilier s'il peut le faire. Et très souvent, en tout cas, le gros de la population aujourd'hui, en âge d'acquérir un logement familial en général. Et ça, il y a des garanties derrière qui permettent aussi de le faire. Ça, c'est l'État qui a travaillé. Parce que ce qu'il faut peut-être expliquer, que l'économie marocaine, sur 20 ans, est passée de 60 milliards en PIB à 1790 milliards. Donc, vous voyez un peu, c'est qu'en 20 ans, ça a triplé, quoi. En 20 ans. Donc, économiquement, le pays se porte bien. Donc, forcément, ça doit profiter aussi aux populations qui vivent dans ce pays-là. Donc, les Marocains et nous les autres aussi. Bon, tout le monde en profite. Et qu'est-ce que ça donne ? En contrepartie, les banques proposent des systèmes de financement pour l'accès justement au crédit immobilier. Une fois que c'est fait, vous avez dit que c'est 60% de l'encours du crédit total. Et maintenant, reste le crédit à la consommation. Pourquoi il augmente ? Parce que si je mets plus de 40% de mes revenus pour accéder aux biens immobiliers, forcément, je baisse ma capacité à consommer. Et je recours au crédit de consommation, donc un crédit d'appoint. Et ça touche quand même les gens qui veulent acheter. Mais oui. Moi, j'imagine qu'il y a plein de gens qui ont du mal à finir le mois, qui, là, pour le coup, se retrouvent obligés de passer ces crédits-là. Donc, ce n'est pas uniquement lié à l'immobilier. Peut-être que je comprends. Non, justement, parce qu'une fois que l'immobilier est investi, on a investi dans l'immobilier, en tout cas, on se prépare pour le faire, ça baisse notre pouvoir d'achat par ailleurs. Sûr, donc, qu'est-ce que ça donne ? La deuxième possibilité maintenant, c'est tous les systèmes financiers qui ont été aussi inventés. C'est une ingénierie qui évolue, qui répond aux besoins et à la demande surtout des populations. Donc on finit par vouloir consommer, on n'a plus les moyens de pouvoir le faire comme on l'aurait souhaité. Donc on recourt aussi à un crédit pour ce qu'on appelle crédit consommation justement. Ce crédit-là est beaucoup plus cher qu'un crédit immobilier parce qu'il n'est pas garanti celui-là. Parce que moi, quand j'acquiers un bien immobilier via un crédit bancaire, ce bien ne me revient pas avant d'avoir fini de payer la traite de ce crédit-là. Donc sur 20 ou 25 ans ou 30 ans, peu importe. Maintenant, le bien me reviendra qu'une fois payé. Or, le crédit consommation, c'est un crédit qui n'est pas garanti. Donc, le taux est autrement beaucoup plus élevé. Ça passe du simple au triple par moment, quoi. C'est un piège. Il y a beaucoup de gens qui s'enlisent là-dedans. Il y avait ces cartes crédit là, qu'on donne quelquefois pour que les gens puissent faire leurs courses, etc. C'est un véritable piège. Des gens se sont endettés. Ça s'appelle un crédit revolving aussi. C'est ça. Voilà. Les gens se sont endettés à vie et ils se retrouvent dans des situations très graves. Faites évidemment attention à ça. Ça peut être une solution à court terme, mais à long terme, évidemment, c'est quand même assez dangereux, disons-le. Est-ce que vous, Rita, vous voyez des fois des acquéreurs revenir vers vous après un achat parce que leur situation c'est un peu tendu. Est-ce que ça vous arrive, notamment à cause d'un crédit conso, justement, contracté en parallèle ? Alors, disons que j'ai quelques cas, effectivement. On veut des exemples, Rita. Alors, j'ai eu des cas, bien sûr, de gens qui avaient déjà des crédits IMO et qui faisaient recours à un crédit conso pour acheter une maison. Donc, comme a dit Bachir, le taux est beaucoup plus élevé. Effectivement, on ne s'en sort pas. Donc, crédit sur crédit, ça cause un surendettement. Puis, j'ai des cas, malheureusement, qui se répètent parce que je peux vous citer un exemple concret. Allez-y. Il y a quelques années, j'avais reçu un couple qui venait de se marier, et qui était bien sûr heureux et qui comptait acquérir par la suite logique des choses un bien pour pouvoir y vivre. Malheureusement, quelques temps après, ils sont venus me voir. La situation n'était plus la même. Ils étaient en cours de divorce.
Ah. Malheureusement. Donc, on ne sait pas combien d'années on reste marié, mais par contre, on sait combien d'années va durer le crédit. Ouais. Et ça, c'est une autre histoire. Donc, le problème, c'est que le divorce se passait mal. Il y avait une personne du couple qui voulait vendre et l'autre ne voulait pas vendre. Elle n'avait pas justement la possibilité de racheter la part de son conjoint. Donc, ils se sont retrouvés embourbés dans une bataille judiciaire qui a duré quand même quelques temps. Donc, je vous laisse imaginer les dégâts psychologiques et familiaux. À la fin, ça s'est dénoué, mais malheureusement, ça s'est dénoué parce qu'ils ont trouvé quand même une solution à l'amiable. On veut savoir, peut-être qu'il y a des gens qui prévoient de divorcer et qui se posent la question, comment ont-ils fait ? Comment ont-ils fait ? Ils ont vu qu'ils étaient dos au mur et qu'il fallait vendre le bien. Parce qu'il y a quand même une hypothèque qui est inscrite. Donc quoi qu'il arrive, il va falloir que les deux se mettent d'accord. Il n'y a pas de quelqu'un qui a plus raison que l'autre. Exactement. D'accord. Il n'y a pas le choix. D'accord. Donc, donc ma question sur un point de vue uniquement financier, est-ce qu'il y a des gens qui sont déjà rétractés, venus vous voir, tiens, on veut acheter un bien, est-ce que c'est des cas qui arrivent des fois ? C'est-à-dire se rétracter, acheter un bien qui ne voulait plus l'acheter Finalement, écoutez, c'est un peu compliqué. Bien sûr, ça arrive. Oui. Ça arrive, mais je crois que maintenant, les gens sont de plus en plus avertis, qui font quand même une réflexion avant d'acheter un bien et surtout avant de passer un crédit. Mais en tout cas, moi, je conseille vivement aux gens de bien réfléchir avant de s'engager dans un crédit, surtout quand on est un couple. Évidemment. Moi, j'aimerais qu'on reparle. Alors, Bachir n'est absolument pas d'accord avec moi quand je parle de dette informelle. Il me dit, ça n'existe pas, on parle de prêt informel. Pour moi, c'est juste des batailles de français, quoi. On ne va pas embêter les gens avec ça. Il nous reste 4 minutes d'émission, Bachir Thiam. Je vais vous dire les types de crédits, de dettes qui existent. Allez-y. Voilà. Il y en a beaucoup, effectivement. Il y a la dette des ménages, donc forcément passe par le même système bancaire, financier, etc., donc formel. La dette des entreprises, pareil, la dette publique. Voilà les 3 dettes les plus courantes, connues. Maintenant, que vous et moi rendions service, vous me prêtez de l'argent, ce n'est pas une dette, ça. C'est vous me rendez service, je vous le rends. On peut l'écrire ou pas. Une fois qu'on parte chez un notaire, une personne agrémentée pour pouvoir codifier ça, effectivement, ça devient une dette parce que ça engage des garanties en ce moment. Parce qu'une dette n'est pas forcément négative, on l'a dit. Une dette nous permet d'accéder à un bien immobilier, bien de consommation et bien d'investissement. Donc, c'est pas négatif. Il ne faut pas forcément la diaboliser. Voilà. Donc, il ne faut pas diaboliser tout ça. L'essentiel, c'est d'avoir les moyens d'y aller et de se faire conseiller avant d'y aller. C'est simplement ça, je crois. Tout à fait. Et là, on va revenir sur l'embêtement informel, pour ne pas froisser Bachir, parce que ce rapport de la Banque Al Maghrib ne couvre évidemment pas l'endettement informel parce qu'il se base sur des données qu'ils ont. On sait qu'il y a beaucoup de travailleurs informels au Maroc. On sait qu'il y a beaucoup de prêts informels et je pense que l'exemple parfait, c'est Mohamed qui est venu témoigner chez nous. Rita, est-ce que dans l'immobilier, ça arrive aussi d'avoir recours à ce genre de pratiques ? Non, il faut savoir que tout ce qui touche à l'immobilier doit être fait, tout acte qui touche à l'immobilier doit être fait de manière authentique. Donc quand on fait une reconnaissance de dette, par exemple, on peut la faire chez le notaire. Et le notaire, on n'a pas besoin de témoins. Le notaire est là pour authentifier donc, les signatures. Et ce qu'on conseille vivement quand il y a une reconnaissance de dette, c'est de rajouter une garantie. C'est-à-dire quand on a un bien, de pouvoir le faire inscrire une hypothèque dessus pour pouvoir garantir le remboursement de sa dette. D'accord. Donc double sécurité. Donc en fait, je vous invite. Quels sont vos conseils ? Tenez, voilà, pour une personne qui voudrait emprunter, vous en tant que notaire. Premier conseil, venir voir donc un spécialiste et mettre tout ça par écrit. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, le faire par rapport au contexte, essayer d'avoir le plus de garanties possible. Donc on est là, nous, pour conseiller justement les clients. Et le troisième, c'est d'avertir bien sûr ses héritiers. Ça, c'est indispensable. Ouais, ça fait étrangement un écho avec l'histoire de Mohamed. Tenez, il y a beaucoup de gens qui doivent se retrouver dans la situation de Mohamed. Vous êtes notaire. Qu'est-ce que, à son stade, une fois que c'est fait, une fois que le mal est fait, qu'est-ce qu'on peut faire selon vous en tant que notaire ? Malheureusement, on ne peut pas refuser de succession, mais c'est vrai que le cas de Mohamed est assez particulier. Déjà, moi je rejoins ce qu'avait dit Bachir, c'est effectivement de pouvoir voir des gens qui sont spécialistes dans ces cas-là et de voir ce qu'ils pourraient tirer de ce bien-là. Est-ce qu'ils pourraient le vendre ? Est-ce qu'ils pourraient l'hypothéquer ? Il y a pas mal de solutions. Et il y aurait beaucoup de gens qui pourraient l'aider effectivement et l'accompagner malheureusement dans cette mésaventure. Eh bien écoutez, merci à vous deux pour vos éléments. Merci Bachir Thiam, merci Rita Ebtil. Vous êtes notaire évidemment. Si vous avez des questions à lui poser, je pense que vous arriverez à trouver son numéro sur Internet. Et puis merci à vous très chers téléspectateurs de nous suivre toutes les semaines sur Média TV. L'info continue.